Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente le 4e bilan lecture de l'année qui va comporter 5 livres. Il y aura 2 livres de littérature blanche, 2 policiers et un livre de fantasy. Ce sont des livres que j'ai lus sur les 2 derniers mois. Je suis un peu en retard sur les récaps de lecture, mais ça va, je rattrape petit à petit ce retard. Donc je vais tout d'abord vous parler de L'Homme à Vauvert de Fred Vargas aux éditions J'ai lu. C'est le livre que j'ai lu dans le cadre du challenge La Nuit du hasard de Séverine du conte Il est bien ce livre, qui est en fait le toujours même concept que je vous explique à chaque vidéo où j'en parle. En fait, on a choisi au début de l'année 12 livres qui ont été emballés, numérotés, et la roue du hasard, choisir un numéro au hasard du coup chaque mois, et ça correspond à un livre. Donc moi je suis tombée sur celui-ci, je l'avais dans ma pile à lire depuis un petit moment. En fait j'avais acheté une version bien plus ancienne dans Emmaüs, et un jour en promenant dans le quartier, on a une petite boîte à livres et j'ai trouvé cet exemplaire là que du coup j'ai pris parce que l'autre est vraiment décrépit, vraiment très très vieux. Et du coup je l'avais depuis dans ma pile à lire et c'est vrai que je m'étais jamais lancée. Fred Vargas m'intéressait beaucoup comme autrice parce que Dolores Redondo, qui a écrit le polar que je préfère, qui est La face nord du cœur, est souvent comparé à Fred Vargas. On dit que c'est la Fred Vargas espagnole, et du coup j'avais envie de découvrir la plume de Fred Vargas. Je vous avoue que ça a été un peu compliqué. En fait, dans cette histoire, l'action se déroule dans le Mercantour, donc c'est vraiment à 1 heure et demie grand max de chez moi, où on va aller dans le petit village de Saint-Victor, où des attaques de loups vont avoir lieu. Et en fait, le loup va se déplacer, avancer dans la vallée, va passer le col de la Bonnette pour aller dans d'autres petits villages et tuer d'autres personnes qui ne semblent ne pas avoir de lien. Et très vite, en fait, les soupçons vont se porter sur un loup en particulier, qui aurait été un petit peu recensé comme étant très grand, en étant solitaire. Et on va suivre une jeune femme qui s'appelle, du coup, j'ai mangé son prénom. J'ai retenu Mélanie, mais je suis pas sûre que ça soit... Je crois pas que ce soit Mélanie. Camille, autant pour moi, en plus c'est le nom de ma petite sœur. Bien, bonne mémoire. En fait, on va suivre Camille qui vit dans le petit village avec son copain qui est... elle a un petit copain qui est canadien, qui est spécialisé dans l'étude des loups. Donc c'est pour ça qu'ils sont dans ce village. Et lui, du coup, il pense savoir quel loup fait ses attaques. Et elle va se retrouver embarquée, suite à un premier drame, une première mort, va se retrouver embarquée avec 2 hommes dans une bétaillère qui vont transformer un peu en camping-car, et ils vont aller sur les traces de ce loup, qui vont très vite comprendre que ce n'est pas un loup mais est un homme. Ils ont un nom en tête, avec ils ont découvert chez lui une carte avec un itinéraire, et ils vont se lancer à sa poursuite. Bon, bien sûr, c'est pas aussi simple que le laisse deviner cette partie de l'intrigue, mais je vous avoue que c'est très 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 lent. Le livre est pas bien gros, il fait 300 pages. De mémoire, à la page 112, j'ai failli arrêter. J'avais même mis une story sur Instagram en disant « Pour ceux qui l'ont lu, est-ce que je m'accroche ou est-ce que je laisse tomber ?» Et les avis étaient mitigés, j'avais eu les 2 réponses. Et en fait, la solution pour le terminer, parce que du coup je l'ai terminé, c'était que j'aille me spoiler. J'étais là, je me suis dit bon, ok, je sais pas où est-ce qu'on va, et j'ai regardé le dernier chapitre et j'ai vu qui était le coupable, et je me suis dit ok, là ça m'attrape, je veux savoir comment l'autrice nous emmène à ce coupable, et du coup j'ai continué ma lecture. C'est simplement ça qui a fait que j'ai tenu. La plume est bien, mais un peu particulière, parce que selon qui parle, comme tous les auteurs, l'autrice s'adapte à la façon de parler de la personne, mais il y a 2 personnages qui ont une façon de parler un peu laconique, et il y a beaucoup d'échanges, il n'y a pas forcément beaucoup de narration entre les dialogues, et moi c'est un peu ça que j'aime bien aussi dans les livres, c'est la plume qu'on trouve entre ces échanges, et là j'ai pas eu vraiment ce que je cherchais. Et même si je connaissais la fin, le coupable, ça m'a pas... J'ai pas été surprise, mais ça m'a pas empêché d'apprécier la fin de ce roman. Mais voilà, j'ai quand même été obligée de me spoiler pour continuer la lecture, parce que j'étais à un stade où j'en avais marre, je m'ennuyais en fait dans ma lecture. Donc ça m'a redonné l'élan suffisant pour continuer. Je n'ai pas d'autres livres de cette autrice dans ma pile à lire. Je verrai, pourquoi pas, peut-être me laisser tenter à l'occasion, mais pour l'instant c'est pas prévu.
J'ai écouté en audio grâce à l'application Audible la Dacia d'Agnès Martin-Lugan, ici dans la collection Michel Lafon en collector. C'est un livre que j'ai depuis 4 ans. Je l'avais acheté à Brive, au Festival de Brive, donc le 5 novembre 2021, où j'ai ma petite dédicace. En fait, j'étais allée à Brive en tant que libraire. L'enseigne pour laquelle je travaillais, c'est un peu un appel dans les magasins à qui veut aller participer au festival et être sur les stands pour seconder les maisons d'édition. Et donc j'avais pu aller là-bas sur le week-end. J'étais sur le stand d'une petite maison d'édition, mais j'étais juste en face de Michel Lafon et je voyais Agnès Martin-Lugan toute la journée. J'ai réussi à trouver un créneau pour aller la voir parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Et à un moment, j'ai vu, il y avait genre 20 minutes d'attente. Les gens avec moi sur le stand étaient vraiment cool. On dit, mais vas-y, c'est bon, on gère. Et donc j'ai pu aller la voir et lui faire dédicacer ce livre. Dans la Dacia, on va suivre Hermine. Au début de l'histoire, on la découvre, elle a 21 ans, c'est une jeune fille qui est paumée, qui est toute seule, qui est à la rue, qui arrive à Cavaillon, dans un petit PMU de quartier, et elle va rentrer, elle va demander à la tenante de l'établissement si elle si elle a connaissance de personnes qui vont prendre la voiture pour aller dans une grande ville, genre Nice, Aix-en-Provence, parce qu'elle aimerait se rendre dans des grandes villes pour essayer de trouver du travail. Et donc à ce moment-là, un homme un peu âgé qui a, je crois, je dirais la cinquantaine ou la soixantaine, vient la voir et lui dit bah écoute, si tu as du travail que tu cherches, moi j'ai un hôtel pas loin et il me manque une femme d'entretien, une agent d'entretien, une femme de chambre. Donc si tu es prête à bosser 6 mois, vraiment à bien bosser, je t'emmène, je t'embauche. Et ce qui devait être au début juste l'affaire de 6 mois pour se rebondir va durer des années. Dès qu'on a passé donc cette rencontre, on commence l'histoire où on va suivre Hermine qui a du coup qui travaille toujours dans cet hôtel qui s'appelle la Dacia. L'action commence avec une triste nouvelle et c'est 20 ans plus tard, il me semble de mémoire. Et on va suivre Hermine face à cette nouvelle, face à la gestion de l'hôtel, face à ses problèmes de cœur également. Elle est séparée, elle s'est mariée, elle est séparée, elle a 2 enfants, mais un homme de son passé va ressurgir et va refaire battre son cœur. J'ai beaucoup aimé, c'est très touchant, très émouvant. C'est vraiment une belle lecture, j'ai trouvé. Alors, au début, quand j'ai commencé à l'écouter en audio, très vite, en fait, j'ai eu les larmes parce qu'il y a des moments où c'est quand même assez dur. Et je me suis dit non, mais j'avais pas envie de ça. Pourquoi je me suis lancée dans cette lecture? Et en fait, après, j'ai été très vite prise dans l'histoire et c'est passé tout seul, quoi. Il y a pas de souci. Il fait partie des 3 Agnès Martin-Lugan que je préfère. À savoir que vraiment, le numéro 1, c'est une évidence. Et lui, je dirais que c'est le tome 2. Et ben, c'est le deuxième. Et le 3, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Voilà, j'ai vraiment passé un très très bon moment de lecture. Je suis partie dans cette Dacia et je suis restée avec cette famille au sein de l'établissement. J'ai ensuite commencé le mois de mars avec une lecture commune. J'ai lu The Curse of Sins de Kel Dramis aux éditions Calix. Donc c'est une lecture que j'ai faite avec mon amie Maui du compte La Lectrice Minimaliste. On a lu toutes les deux le premier, donc The Curse of Sins, et on avait beaucoup aimé. Et c'est vrai que on s'était toujours dit, bah, on s'attend pour le lire. Et elle a eu un créneau, elle m'a dit, ça te dit? Je fais, ok, je te suis. C'est un petit bébé de 600 pages, mine de rien, qui m'a tenu, je pense, entre 10 à 12 jours. C'est assez long, d'habitude je mets quand même moins de temps à les lire, je mets une semaine à peu près, mais c'était long, c'était lent. Je vous raconte un peu l'histoire. Dans le premier tome, on va suivre Will et Aya. En fait, c'est un monde de fantasy, donc on est dans une ville un petit peu médiévale, qui font partie de la triade qui sont les conseillers de confiance de la reine Jana. Et ils vont être tous les deux envoyés dans un autre royaume qui est assez oriental. Ça fait vraiment passer à des pays d'Afrique. Ils vont être envoyés pour des histoires d'enquête et tout. À savoir que deux, ils peuvent pas se sentir. Voilà, il y a un passif entre eux et ils ne s'aiment pas. Bon bah c'est un ennemi sous le verre en fait. Et ils vont aller dans ce pays, ils vont découvrir des choses sur leur reine, leur royaume. Là, le deuxième, en fait, c'est quand ils retournent dans leur royaume pour retrouver la reine et essayer d'éviter une guerre qui est aux portes vraiment du royaume et des alliés. Et en fait, il y a, je pense, sans mentir, 150 pages, voire 200 pages de longueur, où on s'apitoie sur les sentiments de chacun.
il est cruel, mais je l'aime. Ah, mais je peux pas lui cacher que je fais ce genre de choses. Je l'aime, mais en même temps, si je lui dis, elle m'aimera plus. En fait, on a tourné en rond. Tout le long, on vous dit il va y avoir une guerre. Vous dites, mais la guerre, elle est où en fait? Qu'est-ce qui se passe pendant que vous tournez autour, que vous savez pas? Il se passe quoi dans le reste du royaume en fait? On a une première partie où on est que ces personnages, et après on fait des chapitres alternés où on retrouve les personnages qu'ils avaient rencontrés dans l'autre royaume. Donc ça, c'était agréable aussi de suivre les deux histoires, tous les différents personnages. Et en fait, moi, au bout de 400 pages, c'est bon, c'est parti, parce qu'on est rentré dans de l'action. Les sentiments, après qu'on s'y soit bien vautré dedans, ont été mis de côté, et on est parti dans l'action. Alors, c'est un peu une forme de romantasy, je pense, et ça se ressentait pas trop dans le premier, mais là c'était trop. J'ai rien contre les sentiments, contre l'amour, au contraire, je suis quelqu'un hyper romantique, pour moi, il n'y a pas assez d'amour dans la vie. Mais là, c'est juste tourner en rond, c'est faire des pages pour faire des pages. C'est pour expliquer la dualité des personnages, les émotions contradictoires qu'ils ressentent. Mais en fait, tu m'expliques ça sur un chapitre, j'ai compris. J'ai pas besoin qu'on en fasse 150 pages. Voilà, c'est dit. Et en fait, je me suis dit à un moment, tous les coups, ça va s'accélérer à la fin, et je vais avoir envie de lire la suite. Pas manquer, c'est ça. Les 200 dernières pages sont très bien, et ça nous laisse sur une situation, oh mon dieu, à peu près ça. Moi j'ai à peu près fait ça quand j'ai lu, et on se dit dès qu'il sort, moi je veux savoir ce qui se passe. Donc j'achèterai la suite. Le questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est que j'ai appris que les éditions Calix n'allaient sortir dorénavant que des collectors. Les formats comme ça brochés, et ils vont plus les publier, les produire, parce que c'est pas assez rentable. Mais ma question est, quand c'est une suite de saga, est-ce qu'ils vont quand même appliquer ce principe? Parce que moi, personnellement, les 2 premiers tomes, je les ai dans cette édition, je les achèterai pas en collector, et si le 3e sort en collector, en fait, j'achèterai en numérique. Je le prendrai pas en collector, parce que ça fera dégueulasse dans la bibliothèque, et il y a une différence de prix qui fait que je n'ai pas envie. Donc voilà, c'est vraiment une question que je me pose, mais je la lirai, et je crois que de ce que j'ai vu sur internet, ça va s'appeler The Curse of Gods. Gods, ouais. Donc voilà, on verra bien. J'ai ensuite lu Le Code de Katharina de John Lear Horst aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire. C'est la première fois que je lis cet auteur. C'est un auteur norvégien. L'action se passe du coup en Norvège. On va suivre un enquêteur qui s'appelle Martin. Non, pas du tout, c'est le mari. Wisting. En fait, il est enquêteur et ça fait 20 ans qu'il se traîne un colcaise. En fait, il y a 20 ans, une jeune fille qui s'appelle Katharina a été enlevée. Et à côté de ça, une femme qui était mariée à un homme norvégien et tout, a disparu. Du jour au lendemain, on a retrouvé chez elle une valise avec un certain nombre de vêtements et tout. Mais elle a disparu, on n'a jamais retrouvé ni son corps, ni rien. Voilà. Et en fait, Wisting, lui, il est resté très proche de cette femme qui a disparu. Donc pas de Katharina mais l'autre. Il est resté très proche de lui. À chaque fois que c'est l'anniversaire de la disparition, ils se voient, ils ont déjà fait des bivouacs. Et il y a un moment où dans l'enquête va ressurgir et on va se rendre compte que le mari est potentiellement coupable. Et donc lui, il va essayer de se rapprocher du mari encore plus et essayer de lui soutirer des informations pour résoudre cette histoire. Parce qu'en fait, ils soupçonnent, les enquêteurs, qu'il y a un lien avec la disparition de Katharina. Pourquoi le code de Katharina? Tout simplement parce que en disparaissant, la 2e femme avait laissé sur la table un espèce de schéma avec des numéros et des croix. Et pour beaucoup, ce schéma représentait l'endroit où avait été enterrée Katharina. Donc, le mari de la disparue semblait être concerné. Donc voilà, c'est globalement tout ça. J'ai bien aimé, mais c'était lent. Mais c'était, ouais, en fait, je me rends compte... C'est toujours la même chose que je reproche au livre, mais là c'était lent. Après, je le sais, les romans nordiques, c'est jamais très speed. Il y en a quelques-uns, mais la majorité c'est assez lent. Et en fait, ce qui m'a un peu déstabilisée, c'est que on sait très vite, on a très vite un gros indice, et qu'au final, la résolution de l'indice, elle n'est pas folle. Voilà. J'en ai un autre de cet auteur dans ma pile à lire qui est en poche. Mais je crois que c'est le tome 2.
d'une saga qu'il a fait, mais je pense que je le lirai. Je n'achèterai pas forcément le tome 1, mais je me dis, voilà. Lui, je crois aussi que il fait partie de la même collection. Je crois que c'est les enquêtes de William Wisting, mais c'est pas grave, je me dis au pire c'est un polar, hein. Si je comprends pas tout, c'est pas un problème. Mais voilà, j'ai bien aimé la plume, juste un chouille trop lent parfois, mais sinon c'était une lecture très agréable. Et enfin le dernier, que j'ai également écouté grâce à l'application Audible, il s'agit de Poussière blonde de Tatana de Rosnay aux éditions Albin Michel. Donc comme on peut le voir sur la couverture, ce livre parle de Marilyn Monroe. On va suivre Pauline, qui l'action commande de nos jours, qui est vétérinaire dans une clinique en Californie, qui est assez reconnue d'ailleurs pour son savoir-faire. Elle va être contactée par Billy Pearl, qui est son amie d'enfance, elle connaît depuis qu'elle a 9 ans. Elle va dire, voilà, je t'appelle, le Mebs Hotel va être détruit. Le Mebs Hotel, c'est un hôtel prestigieux qu'il y avait dans la ville de Reno, dans le Nevada, là où a grandi Pauline et du coup Billy Pearl, et il va être détruit en fait pour être reconstruit autrement, parce qu'il tombe en décrépitude. Et Pauline va du coup se rendre à Reno, et ça va être l'occasion de se remémorer ces moments qu'elle a partagés dans le Mebs Hotel, parce qu'elle y a travaillé, et elle y a surtout rencontré Marilyn Monroe. Cette rencontre va d'ailleurs changer sa vie. Elle va travailler à peu près un mois avec elle. Elles vont être assez proches parce que Marilyn Monroe va être très protectrice avec elle. Elle va pas du tout avoir son statut de star. Elle va avoir le statut de femme qui s'adresse à une autre femme. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sens où tout ce qui est les personnes qui sont femmes de chambre sont parfois mal considérées par les clients des hôtels parce que par des rapports de métier, alors que c'est complètement débile, hein, chaque métier est très bien. Mais voilà, elles, en fait, elles vont avoir un échange sincère, d'autant plus que quand Pauline rencontre Marilyn, la rencontre est un peu originale, c'est qu'elle rentre dans la suite. La suite était censée être vide, mais en fait, il y a Marilyn qui est toute nue, qui se balade, et elle la reconnaît pas. Et on lui dit, ah mais c'est Mrs. Miller. Et elle n'avait pas fait le lien que Mrs. Miller était Marilyn Monroe. Donc elle va y aller avec beaucoup de naturel déjà discuter avec elle. Donc il n'y a pas de familiarité, rien, mais elle n'a pas peut-être l'angoisse qu'on peut avoir quand on s'adresse à une star ou la gêne. Donc elle est vraiment, elle est gênée parce qu'elle a dérangé une cliente, mais voilà, elle ne sait pas que c'est Marilyn. Et elles vont du coup échanger ensemble, parler. À côté de ça, on découvre la vie de Pauline, qu'à 22 ans, elle est jeune maman, comment cela s'est passé, les conditions de sa vie. Elle est amoureuse des Mustangs, donc des chevaux sauvages qu'elle a rencontrés en arrivant à Reno. Et elle avait du coup laissé tomber ce rêve d'être vétérinaire en ayant sa fille. Mais très vite, on comprend dès le début qu'elle a réussi à être vétérinaire, vu que quand son amie l'appelle, elle est à la clinique. Donc voilà, on découvre un peu ce cheminement. J'ai beaucoup aimé aussi découvrir l'histoire de Pauline, qui est française et dont la mère va tomber amoureuse d'un GI américain et elles vont du coup quitter la France pour aller vivre dans le Nevada. On découvre également que Reno est la ville du divorce. Elle est appelée comme ça parce que pas mal de femmes françaises ont fait ça, sont parties avec des GI qui venaient de cette ville et pour finalement être un peu dans la désillusion de se dire mais en fait c'est pas la vie qu'ils nous avait dit. Ou parfois même ces moments-là sont vraiment retranscrits, moi ça m'a fait beaucoup de peine, des femmes qui traversent l'océan, qui font vraiment un grand voyage, qu'au final le mari n'est pas là à l'arrivée en fait, parce qu'il s'en fout. Et elles se retrouvent là, loin de leur pays, plantées par un mari, donc il faut divorcer, il faut rentrer en France. Donc voilà, ça aborde plein d'aspects différents, j'ai beaucoup aimé. Tatana de Rosnay, je l'avais déjà lu avec 2-3 autres livres et j'avais bien aimé. J'en ai, je crois, 3 dans ma pile à lire qui m'attendent d'elle en poche. Et ça a été vraiment un plaisir de renouer avec son écriture. J'avais lu il y a longtemps Le cœur d'une autre, j'ai plus le titre, si je le retrouve je vous mettrai la couverture à côté, où en fait on suivait une personne qui avait été transplantée cardiaque, donc qui avait reçu le cœur d'un donneur et qui s'était découvert des nouvelles passions, qui avait découvert qu'elle avait une affinité avec l'art et tout, et en fait on tournait un peu autour de la théorie que cela venait de la personne qui était décédée, qui avait fait don de son cœur. Et il me semble qu'elle était inspirée un peu d'une actrice qui s'est fait transplanter, dont j'ai plus le nom, pareil. Et c'est un peu tiré de son histoire, et vraiment j'avais bien aimé, j'aime bien sa plume.
Donc voilà, ça faisait un moment que je l'avais pas lu et c'est maintenant rattrapé grâce à celui-ci. Ce qui est marrant, c'est qu'avec mon amie Manuela, il y a un club de lecture il y a un mois, on n'était que 5, et on s'est retrouvés à présenter le même livre. En fait, on s'était pas concerté, elle l'avait reçu en format poche, et on l'a lu vraiment dans la même période, et on s'est retrouvés en disant « Ah ben, je vais parler le même livre ». Donc c'était hyper intéressant de pouvoir échanger sur nos avis, pouvoir voir un peu comment chacune avait vu, ce que chacune a retenu, parce qu'on ne retient pas forcément la même chose, et c'était hyper intéressant. Donc voilà pour mon bilan, les 4e bilan lecture de l'année. Je suis contente, il y a quand même des bonnes lectures, des lectures un peu plus mitigées, mais bon, je ne peux pas toujours bien tomber non plus, il faut qu'il y ait parfois des couacs pour apprécier les autres lectures. Tout ce qui est poche, donc celui-ci est sorti en format poche, c'est le livre de poche. Celui-ci, je vérifierai, mais il me semble qu'il est sorti également en poche chez Folio. Celui-ci est trop récent, pour l'instant il ne sera disponible qu'en grand format. Celui-ci est disponible en poche chez Pocket. Et celui-ci, bah, il est en poche dans mes mains, donc en poche chez J'ai lu. Alors, est-ce que déjà vous avez lu ces livres-là? Qu'en avez-vous pensé? Et qu'avez-vous lu dernièrement qui vous a plu, qui vous a déplu également? Parce que on peut pas forcément apprécier toutes nos lectures. N'hésitez pas à m'en parler en commentaire si vous avez envie de partager une lecture en particulier. N'hésitez pas. Sur ce, comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.